Que feriez-vous si votre secret le plus profond pouvait détruire tout ce que vous avez construit? Une fête universitaire prend un tournant terrifiant lorsque des étudiants découvrent quelque chose de colossal dans l'obscurité. Des cris percent la nuit alors que des téléphones capturent ce qui ne devrait jamais être vu. Mais ce n'est que le début d'un cauchemar qui brisera des vies à jamais. Rencontrer Sushant Jang, l'étudiant parfait avec tout en sa faveur. Alors qu'il plaisante avec ses amis sur des humains avec des ailes d'insectes, son enthousiasme semble innocent. Son ami se demande ce qui pourrait bien être attirant dans des ailes de bug. Peu de gens savent. La fascination décontractée de Sushant cache une vérité qui les terrifierait tous. Sushant révèle son empire social. 5000 abonnés sur Instagram, des notes parfaites, une popularité sans fin. Il se positionne comme le prédateur suprême de la hiérarchie sociale universitaire, portant son succès comme une couronne. Mais en analysant le comportement humain, comparant à celui des animaux, une vérité devient claire. Chaque chaîne alimentaire a ses secrets, et Sushant garde le plus dangereux de tous. La vie sur le campus semble parfaite jusqu'à ce que l'inquiétude s'installe. Ses amis se demandent si Sushant devrait traîner avec d'autres filles, leurs instincts protecteurs s'éveillant. Lorsque Miwi apparaît avec ses cheveux roses éclatants et son sourire joyeux, l'atmosphère change. Quelque chose dans ce moment semble différent. Plus fragile. Plus dangereux. Alors que Miwi accepte avec enthousiasme de les rejoindre pour des boissons, l'énergie ludique du groupe emplit l'air. Mais soudain, Sushant se tient la poitrine alors qu'une douleur violente le traverse. Son visage se tord de détresse alors que son corps le trahit. Pendant que ses amis plaisantent sur les rendez-vous et échangent des banalités, Sushant lutte contre une bataille intérieure qu'ils ne peuvent pas voir. Le désespoir pousse Sushant à mentir. Il prétend être malade, ayant besoin de fuir avant que son secret ne le déchire. Ses amis sont perplexes, ce n'est pas lui. Alors qu'il s'éloigne seul, luttant avec des excuses pathétiques, le poids de sa tromperie devient plus lourd. Chaque pas l'éloigne de la vie qu'il a construite et le rapproche de la vérité qu'il fuit. Dans les ombres du campus, Sushant réfléchit à la vérité universelle. Tout le monde a des secrets qu'il cache désespérément. Il observe une étudiante blonde qui autrefois rayonnait de confiance, maintenant marchant seule dans l'isolement. Les parallèles sont troublants. Ce garçon a perdu son courage et maintenant se renferme. Sushant réalise avec une terreur grandissante. Ils ne sont pas si différents après tout. Derrière des portes closes, le masque tombe enfin. Sushant se tient devant son miroir, se demandant pourquoi il devrait s'inquiéter de sa faiblesse alors qu'il est si populaire. Mais en se déshabillant, la vérité choquante est révélée. D'énormes ailes de libellules s'étendent de son dos, belles et terrifiantes. C'est sa réalité, un monstre caché à la vue de tous. L'esprit de Sushant dérive vers son traumatisme passé. Il se souvient du jour au collège où il a accidentellement pulvérisé une libellule avec un insecticide, la regardant se transformer en poussière. Le souvenir est vif, inhalant les particules, tombant violemment malade, s'évanouissant de l'horreur. Ce qui semblait être un dégoût d'enfance était en réalité le début de sa transformation. Le poids écrasant de la réalisation frappe. Sushant tremble alors qu'il comprend l'ampleur de son état. Les gens le verront-ils comme un monstre? Sera-t-il emmené pour des expériences? La peur le consume alors qu'il se blottit sous sa couverture, serrant ses genoux de terreur. Ce secret l'a complètement isolé, et il n'y a pas d'échappatoire. Des années de solitude ont rongé l'âme de Sushant. La douleur est devenue insupportable, le poussant à des mesures désespérées. Lorsque l'université a offert un nouveau départ, il a fait un choix qui changerait tout. Se tenant devant les fenêtres lumineuses d'un salon de coiffure, il a décidé de se transformer. S'il ne pouvait pas changer ce qu'il était, il changerait qui il semblait être. La transformation a fonctionné. Sushant est devenu qui il voulait être, construisant la façade sociale parfaite. Mais maintenant, dans la salle de bain avec Miwi qui s'approche, son monde soigneusement construit menace de s'effondrer. Ses ailes souffrent d'une douleur négligée, exigeant de l'attention. Alors qu'il lutte au lavabo, une vérité devient claire. Il ne peut pas fuir ce qu'il est pour toujours. Le secret ronge le corps de Sushant. S'il ne déploie pas régulièrement ses ailes, la douleur devient insupportable. C'est pourquoi il a fui si soudainement ses amis. Mais alors qu'il donne enfin à ses ailes la liberté, la voix de Miwi brise sa solitude. Son exclamation choquée à propos de son pantalon crée un moment maladroit. Elle ne peut pas voir ce qui se passe réellement. Miwi explique qu'elle a trouvé sa porte ouverte, suivant les instructions de ses amis pour se retrouver pour des boissons. Mais son inquiétude va plus loin lorsqu'elle révèle qu'elle a remarqué son schéma. Toujours partir soudainement, toujours avoir l'air malade. Ses questions inquiètes sondent ses mensonges soigneusement entretenus. Le visage de Sushant montre une terreur pure alors qu'elle demande s'il y a quelque chose qu'il ne lui dit pas.
Piégé dans la salle de bain, Suchant lutte avec sa réponse. Il ne peut penser à rien de convaincant à dire, son esprit courant avec panique. Le silence s'étire entre eux alors que Miwi le regarde avec une inquiétude grandissante. Enfin, elle suggère qu'ils partent, sa voix portant un poids de compréhension tacite. Mais peuvent-ils vraiment simplement s'éloigner de ce moment? La confrontation s'intensifie alors que quelqu'un exige que Miwi les rejoigne, refusant d'attendre. Ils peuvent voir à travers son excuse d'être malade, reconnaissant le stress qu'elle essaie de cacher. L'insistance agressive crée une impasse tendue. Miwi est assise vulnérablement sur le sol de la salle de bain, prise entre son besoin de confidentialité et la pression croissante de l'extérieur. Malgré tout, Miwi réfléchit à combien elle était heureuse lorsque quelqu'un a montré de l'intérêt pour elle. Suchant, maintenant composé, offre un soutien émotionnel. Si elle a besoin d'aide, il espère qu'elle pourra partager ses fardeaux avec lui. Le moment devient tendre alors que Miwi le remercie avec gratitude. Mais ensuite, Suchant change de sujet, demandant des nouvelles de leur projet de film avec un ton suggestif. Dans la rue de la ville, Miwi lutte avec une décision impossible. Elle sait qu'elle ne pourra jamais partager son secret, mais elle croit que le révéler pourrait être le bon choix. Dans l'ombre, quelque chose de sinistre émerge. Une voix prédatrice annonce qu'elle peut sentir une proie, transformant l'atmosphère en quelque chose de mortel. Juste au moment où le danger se rapproche, un klaxon de voiture retentit. Un salut innocent qui contraste fortement avec la menace qui rôde. Deux étudiants approchent Miwi avec ce qui semble être une demande de sondage innocente. Elle se porte volontaire avec enthousiasme, ravie lorsqu'il lui donne une sucette pour sa participation. Pendant ce temps, Suchant observe de loin, l'anxiété se lisant sur son visage. Alors qu'il envisage la possibilité de sortir réellement avec Miwi, la panique l'envahit. Son cri résonne dans le théâtre, surprenant tout le monde autour de lui. Dans le théâtre assombri, Miwi s'inquiète pour un verre renversé tandis que les pensées de Suchant deviennent dangereuses. Il se demande s'il pourrait un jour lui dire la vérité sur ce qu'il est. Le risque semble écrasant. Et si révéler son secret détruit tout? Alors que des scènes de suspense se déroulent à l'écran, sa terreur intérieure reflète la tension du film. Le public réagit avec choc, mais la peur de Suchant va plus loin que n'importe quel film. Soudain, le théâtre plonge dans l'obscurité. Des murmures confus remplissent l'air, alors que les spectateurs se demandent s'il s'agit d'une panne de courant. Puis la terreur frappe. Quelqu'un annonce qu'un homme armé est à l'intérieur du bâtiment, appelant à une évacuation immédiate. L'ambiance passe de la confusion à la pure panique. Juste au moment où la foule commence à traiter la menace, la violence éclate. Une arme se balance dans l'obscurité, et le sang éclabousse le chaos. Des cris percent le théâtre alors que les gens réalisent que l'horreur est réelle. Un garçon effrayé implore de l'aide tandis que d'autres se précipitent vers les sorties dans une terreur pure. La panique de la foule est contagieuse. Quelqu'un crie que l'attaquant va tous les tuer. Alors que les gens assistent à ce qui pourrait être une véritable mort, la question pèse lourdement dans l'air. Quelqu'un vient-il de mourir sous leurs yeux? L'attaquant révèle sa véritable nature. Un monstre ailé chassant sa proie. Un étudiant terrifié réalise que cela ne peut pas être réel, alors que les mains monstrueuses de la créature se tendent vers lui. La bête sourit avec un plaisir sauvage, reconnaissant quelque chose de familier chez sa victime. Ce n'est pas de la violence aléatoire, c'est une chasse ciblée. Le monstre sait exactement ce qu'il cherche, et il l'a trouvé. La vérité éclate au grand jour. L'attaquant révèle qu'il n'est pas le seul à avoir utilisé Jungle Juice, ce mystérieux insecticide qui change tout. Après sa transformation, il a développé un sens de l'odorat amélioré, capable de détecter d'autres comme lui. Le parfum sucré de sa victime le rend fou de faim. Pour ce prédateur, les insectes semblables sont les proies les plus délicieuses de toutes. Juste au moment où le monstre se prépare à festoyer, Miwi apparaît dans le couloir de la salle de bain. Elle explique qu'elle n'a pas pu trouver Suchant pendant l'évacuation, son inquiétude innocente perçant l'atmosphère mortelle. La rage de la créature explose. Personne n'interrompt son précieux repas. Avec une fureur sauvage, il se tourne vers cette nouvelle cible. Les instincts protecteurs de Suchant se réveillent alors qu'il crie à Miwi de fuir. Dehors du théâtre, la police maintient un périmètre tandis qu'une femme désespérée implore d'entrer et d'aider ceux qui sont piégés à l'intérieur. La foule regarde avec horreur alors qu'une silhouette tombe du bâtiment. Quelqu'un crie de regarder en haut alors que la silhouette sombre de l'attaquant nargue ses victimes d'en haut. Les témoins réalisent avec une terreur grandissante. Quelqu'un est sur le point de tomber à mort et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Au-dessus de la foule, Suchant fait face à un choix impossible. S'il révèle ses ailes pour sauver une vie, tout ce qu'il a construit s'effondrera. Les personnes rassemblées en dessous représentent son pire cauchemar, l'exposition publique. Sa vie parfaite est en jeu. Alors qu'il s'excuse intérieurement auprès de Miwi, sachant ce qu'il doit faire, le poids du sacrifice devient clair. Parfois, être un héros signifie tout perdre. Le moment de vérité arrive avec une force explosive.
La foule en dessous pointe et crie d'incrédulité alors que quelque chose d'impossible se déroule devant leurs yeux. Le son de l'air qui siffle traverse le chaos alors qu'une silhouette se lance à l'action. Le cri de Miui perce la nuit alors qu'elle tombe aux côtés de la seule personne prête à risquer tout pour la sauver. C'est le moment qui change tout. Suchan attrape Miui en plein vol, son étreinte protectrice étant la seule chose entre elle et la mort. Le monstre au-dessus rit de manière maniaque, les narguant sur leur situation impossible. Même les insecto-humains ne peuvent pas survivre à cette hauteur, se moque-t-il. Alors qu'ils chutent ensemble, Suchan réalise que ses pires craintes se réalisent. Il pourrait perdre tout ce pour quoi il a travaillé. Mais Miui vaut le sacrifice. Dans le chaos des corps tombants et des pouvoirs surnaturels, Suchan fait son choix. L'énergie éclate autour de lui alors qu'il abandonne toute prétention de normalité. Le monstre aux cheveux sombres crie de choc, incapable de comprendre ce qu'il voit. Alors que la vérité sur les secrets cachés émerge, une règle fondamentale devient claire. Montrez vos détails privés aux autres est le risque ultime. De la foule en dessous, d'autres insecto-humains regardent avec émerveillement. Une silhouette observe que Suchan a révélé ses pouvoirs au milieu de la ville, exposant sa plus grande faiblesse au monde. Une autre mystérieuse fille semble impressionnée par le spectacle, calculant si elle devrait attaquer ou poursuivre une stratégie différente. Le chasseur est devenu la proie, et de nouveaux joueurs entrent en jeu. Une fille confiante avec des reflets bleus frappants suggère de ramener Suchan à leur école. La foule en dessous éclate de confusion alors qu'ils essaient de traiter ce qu'ils ont été témoins. Quelqu'un a sauvé la fille tombante en volant, mais ses ailes ne peuvent pas être réelles. L'impossible s'est produit en plein jour, et des centaines de témoins luttent pour accepter ce que leurs yeux leur ont montré. Suchan s'élève à travers le paysage urbain avec une grâce naturelle, ses ailes de libellule le portant, lui et Miui, vers la sécurité. Il n'a jamais volé auparavant, pourtant le mouvement semble instinctif. Une voix d'en bas analyse son schéma de vol. Seul un insecte peut voler avec une telle précision. Jungle Juice lui a donné l'ADN de libellule. Mais son sauvetage a un coût terrible qui ne fait que commencer à se dévoiler. Avec un impact massif qui secoue le bâtiment, la menace est neutralisée. Mais une fille aux cheveux longs gronde l'attaquant, vaincu pour le chaos qu'il a causé. Courant dans la ville, tuant des innocents, postant des vidéos en ligne, il a violé toutes les règles de leur existence cachée. Le monde ne peut pas connaître leur espèce. Maintenant, le nettoyage devient la priorité, et des conséquences doivent être affrontées. Un mois plus tard, la vie sur le campus continue, mais tout a changé. Les étudiants regardent des clips de l'incident du théâtre sur leur téléphone, obsédés par les images de la silhouette ailée. Le semestre touche à sa fin, mais le mystère consume l'attention de tous. Un camarade insiste sur le fait que la personne ressemble exactement à Suchan Jang. En arrière-plan, une silhouette encapuchonnée écoute nerveusement. La chasse a commencé. Le journal déclare que l'histoire de l'homme insecte est une farce, mais Juin sait mieux. Alors qu'elle fixe le titre, des souvenirs affluent d'une fête d'anniversaire il y a 12 ans. De jeunes enfants chantaient joyeux anniversaire à Junwo, leur voix innocente remplissant l'air. Mais même alors, il y avait des questions sur qui méritait d'être célébrées. Le passé et le présent se brouillent de manière troublante. Le garçon solitaire réfléchit à son isolement. Pas de famille, pas d'amis, la même histoire se répétant au fil des ans. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'est de l'amitié, mais quelque chose le rend différent de tout le monde. Alors que d'autres enfants profitent de repas ensemble, il observe depuis les côtés, se demandant ce qu'il a fait de mal. Le schéma d'exclusion le suit partout où il va. La frustration déborde alors que Suchan confronte ses poursuivants. Ils prétendent vouloir juste voir si les rumeurs sur ses ailes sont vraies, mais leurs intentions semblent menaçantes. Son ami exprime des regrets d'avoir manqué une chance de l'attraper lors d'une rencontre précédente. Une fille mentionne se sentir abandonnée, souhaitant pouvoir se rendre à la police. La pression monte de tous les côtés. Suchan vérifie son téléphone et découvre qu'il a perdu la plupart de ses abonnés. Les rumeurs d'une enquête ont effrayé les gens. Ils ne veulent pas être associés à la silhouette ailée dans les vidéos. Mais il ne se soucie pas de ceux qui l'abandonnent. Ce qui compte, c'est qu'il a encore Miui. Elle est à l'hôpital depuis qu'elle s'est évanouie ce jour-là, mais enfin, elle est réveillée. Mais l'espoir se transforme en chagrin en un instant. Lorsque Suchan rend visite à Miui à l'hôpital, elle crie pour qu'il s'éloigne. Elle ne le reconnaît pas, ou pire, elle le reconnaît trop bien. Malgré ses supplications désespérées qu'il est là pour aider, qu'il est le même Suchan qui lui a montré de la gentillesse, Miui se recule de terreur. La personne à qui il tenait le plus le voit maintenant comme un monstre. Le rejet de Miui le blesse plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Ces mots résonnent dans l'esprit de Suchan alors qu'il se retire dans sa chambre. « Tu es un monstre ». Ses notifications sur les réseaux sociaux se moquent de lui avec des messages indésirables, tandis que son monde s'effondre autour de lui. Assis parmi des vêtements abandonnés, il révèle à nouveau ses ailes. Tout est fini à cause de ces appendices maudits qui le marquent comme quelque chose d'autre qu'humain.
Le désespoir pousse Suchan à envisager l'impensable, se couper les ailes. Il est assis sur le sol de la salle de bain, pleurant et se tenant la tête alors que les belles mais maudites appendices s'étendent derrière lui. Même dans ce moment de désespoir absolu, il ne peut se résoudre à agir. La douleur serait trop grande. À quel point est-il pathétique qu'il ne puisse même pas détruire la source de son malheur. Un mois plus tard, la même isolation sociale continue. Les amis de Suchan avancent, sans lui tandis qu'il reste piégé dans son cycle d'exclusion. Comme des animaux dans la nature, les groupes humains ont toujours cet individu qui ne s'intègre pas. Alors qu'il se tient sur un toit surplombant la ville, ses pensées deviennent sombres. S'il ne peut appartenir nulle part, peut-être est-il temps de trouver la paix d'une manière différente. Au bord du désespoir, Suchan admet qu'il ne peut plus supporter la douleur. Mais même le suicide lui est refusé. Ses ailes ne le laisseront pas mourir. Elles l'obligent à vivre avec cette existence maudite, l'empêchant de trouver l'échappatoire qu'il cherche désespérément. Sa transformation l'a piégé dans une vie qu'il ne veut plus, incapable de vivre comme un humain ou de mourir avec dignité. Juste au moment où tout espoir semble perdu, une mystérieuse fille apparaît. Elle exprime son émerveillement devant ses ailes, souhaitant avoir une paire à elle. Suchan est déconcerté par sa présence soudaine et son attitude. Elle ne voit pas ses ailes comme monstrueuses. Lorsqu'elle demande s'il les déteste tant que ça, sa question touche au cœur de son auto-dénigrement. Qui est cette étrange fille qui voit la beauté là où il ne voit que malédiction? L'espoir scintille alors que la fille suggère quelque chose d'impossible, un moyen de redevenir normal. Les yeux de Suchan s'illuminent d'un espoir désespéré alors qu'il demande si c'est vraiment possible. Elle confirme ses soupçons sur sa nature, notant les antennes qui la marquent comme une autre humaine transformée. Mais d'abord, elle suggère qu'il trouve un endroit chaud pour parler. Pour la première fois depuis des mois, Suchan ressent la possibilité de salut. La fille insiste sur le fait qu'il doit remplir certaines conditions, y compris un entretien universitaire avec un professeur. La confusion de Suchan est évidente. Pourquoi devrait-il faire confiance à quelqu'un qu'il vient de rencontrer? Mais alors qu'ils se tiennent près du bus qui attend, sa confiance suggère qu'elle a des réponses dont il a désespérément besoin. Le véhicule marqué « Nest » laisse présager une destination qui pourrait tout changer. Alors que le bus commence à bouger, la fille fait une promesse qui touche le besoin le plus profond de Suchan, il ne sera plus jamais seul. Bien qu'il ne puisse pas encore lui faire entièrement confiance, il n'a nulle part ailleurs où aller. Dans son désespoir, il accepte de la suivre dans l'inconnu. Lorsqu'elle sort une canette familière d'insecticide, sa reconnaissance choquée suggère que ce voyage ne fait que commencer. Elle explique la science derrière sa transformation. Jungle Juice combine l'ADN d'insectes avec des os humains, créant des caractéristiques hybrides comme ses ailes. Alors qu'elle décrit le processus avec un enthousiasme troublant, Suchan lutte avec les implications. Pourquoi quelqu'un créerait-il une substance aussi dangereuse? Ses recherches sur son téléphone ne donnent aucune réponse, le laissant se demander sur la conspiration entourant cette arme biologique. Le bus s'arrête dans un tunnel faiblement éclairé où une camionnette attend de manière sinistre. La fille mentionne calmement qu'ils ont supprimé toutes les preuves, mais la confusion de Suchan ne fait que croître. Où sont-ils exactement? Quel est cet endroit qui nécessite une telle discrétion? Alors qu'ils se tiennent au seuil de l'inconnu, Suchan réalise qu'il est sur le point d'entrer dans un monde où rien ne sera jamais plus pareil. Ce que Suchan voit ensuite défie toutes les attentes. Derrière la montagne se trouve quelque chose d'impossible. Un vaste campus universitaire qui ne devrait pas exister. Les mots de la fille résonnent avec fierté alors qu'elle appelle leur propre monde. Les arbres et l'architecture moderne se mêlent harmonieusement dans ce paradis caché. Mais Suchan a du mal à le comprendre. Cet endroit appelé « The Nest » existe dans un secret total, un sanctuaire caché du monde extérieur. La ville, semblable à une jungle, grouille de vie alors que Suchan réalise la vérité stupéfiante, il n'est pas seul. Des centaines d'autres arpentent ces rues, tous portant le même fardeau que lui. Une figure confiante proclame qu'il existe un moyen de revenir à la normalité, allumant l'espoir dans le cœur de Suchan. Mais l'obscurité rôde dans l'ombre. Un personnage menaçant avec une arme en forme de faux brise toutes illusions de sécurité, avertissant d'un avenir piégé dans un confinement de laboratoire. La terreur sourit à Suchan alors que la libellule se révèle, une figure monstrueuse avec des crocs acérés. Son sourire sadique ne promet rien d'autre que de la douleur. La fille à côté de Suchan recule d'horreur alors que la vérité s'effondre autour d'eux. Tout le monde dans cette plaza animée partage leur destin. Ils ont tous été infectés par le Jungle Juice. La foule joyeuse semble soudain plus comme un rassemblement des damnés. La lumière du soleil filtre à travers les arbres alors que la fille avec des accessoires de papillons explique leur sanctuaire avec un enthousiasme contagieux. Elle l'appelle une université, mais son véritable sens va plus loin. C'est un refuge pour des gens comme eux. Suchan regarde avec émerveillement le nombre d'étudiants marchant librement,
leurs caractéristiques insectoïdes bien visibles. La fille lui rappelle sa promesse avant de partir pour le bureau du département, le laissant seul pour explorer ce nouveau monde. Dans cette clairière digne d'un conte de fées, Suchant est témoin de quelque chose d'extraordinaire. Une figure musclée avec des traits d'insecte proéminents se tient avec assurance près d'un étang scintillant, son corps étant une parfaite fusion d'humain et d'insectes. Il parle avec désinvolture de fournir du miel aux insectes en échange de protéines, une relation symbiotique qui défie tout ce que Suchant pensait savoir. Le bourdonnement des insectes attire l'attention de Suchant, lui faisant réaliser à quel point cette transformation est profonde. L'homme âgé avec des cheveux blancs en bataille se régale de son festin bizarre, des restes d'insectes vers dégoulinant de sa poitrine alors qu'il célèbre le cycle de la vie. Suchant regarde avec une horreur absolue, alors que l'homme dévore des insectes comme s'ils étaient des mets délicats, le comparant à un expert en survie devenu fou. Lorsque l'homme exhibe fièrement d'énormes ailes d'odonates, le dégoût de Suchant atteint son paroxysme. Il ne peut s'échapper assez vite de cette rencontre troublante avec la nature brute. La malice de la libellule refait surface alors qu'il coince sa proie dans la forêt ensoleillée, se moquant des ailes cachées et de leur potentiel. Son corps musclé plane menaçant au-dessus du garçon effrayé, qui tremble à la proximité du prédateur. Un souvenir en temps résonne, quelqu'un l'appelant monstre, lui conseillant de ne jamais revenir. Les yeux verts du garçon brûlent d'une rage réprimée, tandis qu'un homme plus âgé observe la confrontation avec amusement, l'appelant un idiot. Le verre et l'acier s'élèvent majestueusement contre le ciel alors que Suchant entre dans le monde sophistiqué des laboratoires Nest. Le professeur Doyon m'attend la main pour une salutation formelle, sa barbe et son cardigan projetant une autorité académique. Suchant semble nerveux mais plein d'espoir. C'est le moment qu'il attendait. Le bureau du professeur donne sur une vue panoramique, soulignant l'importance de cette rencontre. Enfin, il est face à face avec l'homme qui pourrait détenir son salut. Le professeur m'a promis de révéler le chemin vers la normalité, sortant un dispositif qui changera tout. Les yeux de Suchant s'écarquillent d'incrédulité. La solution pourrait-elle vraiment être si simple? La scène se déplace vers une cérémonie de remise des diplômes où le major de promo est présenté avec le titre particulier de « Cendrillon ». La confusion se lit sur le visage de Suchant alors qu'il traite cette désignation étrange. Pendant ce temps, les diplômés font des blagues grossières sur la consommation de têtes d'insectes, mêlant humour à l'atmosphère solennelle de la cérémonie. L'horreur remplit l'air alors que quelqu'un aspire une mystérieuse concoction verte. Le garçon aux cheveux bruns regarde avec choc à travers ses lunettes, ses yeux verts écarquillés de terreur face à la transformation qui se déroule devant lui. Une femme émerge des ombres, rayonnant maintenant d'une aura rose vibrante qui pulse d'énergie dangereuse. Sa posture confiante, presque sinistre, suggère que la boisson a réveillé quelque chose de puissant en elle. Le garçon ne peut que balbutier d'émerveillement devant ce qu'il a été témoin. Dans le cadre stérile du laboratoire, la vérité sur Cendrillon émerge. Le chercheur confiant tient un petit flacon de potion bleue, expliquant comment ils ont retourné les principes du jungle juice contre lui-même. L'excitation de Suchant est palpable. Cette solution peut restaurer les humains à leur état d'origine. Son visage s'illumine d'espoir alors qu'il s'exclame que c'est exactement ce dont il a besoin. Mais sa joie s'effondre lorsqu'il apprend la quantité limitée et les conditions restrictives. La réalité écrasante s'installe alors que Suchant apprend les exigences impossibles. Cédant se serre dans la panique. Restaurer tout le monde nécessiterait un effort énorme que l'école ne peut pas fournir. L'adulte poli annonce la nouvelle dévastatrice avec une autorité calme. Seul le meilleur et le plus brillant étudiant de l'école reçoit Cendrillon. La fille à ses côtés offre un soutien silencieux tandis que les bâtiments modernes en verre encadrent cette conversation qui change la vie. Suchant fait face à un choix agonisant qui déterminera tout son avenir. La fille expose les options de Suchant avec une brutalité honnête, vivre confortablement sans espoir ou se battre pour le rêve impossible de Cendrillon. Son avertissement sur la difficulté de Nest ne le décourage pas. Sa détermination flamboie alors qu'il déclare sa capacité à gérer l'école et les notes, exigeant un transfert immédiat. Le processus d'inscription s'avère étonnamment fluide et bientôt Suchant se tient parmi les étudiants en mouvement en tant qu'étudiant transféré de l'entomologie pratique, prêt à commencer sa bataille académique. Sous les arbres ensoleillés du campus, les étudiants discutent de l'inscription au cours avec une intensité urgente. La fille serviable parle rapidement des exigences, tandis que Suchant examine son carnet déroutant. Des noms de cours étranges comme « comprendre la protection du nid » le laissent perplexe. A-t-il reçu les mauvais matériaux? Son anxiété monte alors qu'il réalise à quel point il est mal préparé pour ce monde académique bizarre. Au moins, sa rencontre avec le professeur Ma a laissé une impression positive dans cette mer d'incertitude. Suchant se prépare à s'inscrire au cours du professeur Ma,
serrant son livre rouge tout en questionnant l'exigence inhabituelle de présence physique lors de l'inscription. Un étudiant compte à rebours à un terminal informatique, soulignant le besoin typique de vitesse de café Internet. Mais soudain, le chaos éclate derrière lui. Une femme aux longs cheveux argentés livre un coup dévastateur à un homme en noir, sa tenue turquoise flottant avec le mouvement violent. Suchant se fiche de choc, son livre tremblant dans ses mains. L'herbe du campus devient un champ de bataille, alors qu'une fille féroce aux cheveux clairs déchaîne sa fureur sur un garçon aux cheveux en pique. Sa tenue de sport n'offre aucune protection à son adversaire, alors qu'elle l'envoie s'écraser au sol avec un coup puissant. Les étudiants regardent avec incrédulité. Comment un tel combat brutal peut-il se produire au milieu d'un campus universitaire? La fille crie des accusations, tandis que les spectateurs acclament plus de violence. Suchant ne peut que se demander si les scorpions comptent comme des insectes, alors que le chaos règne autour de lui. Nab recule de choc alors qu'une nouvelle menace apparaît sur la scène. Le garçon nerd avec des lunettes fixes en reconnaissance aux côtés d'autres spectateurs, ils savent exactement qui est cette fille. Avec des reflets roses flottant derrière elle, elle atterrit avec une force explosive qui fait trembler le sol. Le bruit résonne à travers le campus alors que Nab s'étale impuissant, maudissant le chaos qu'elle apporte. Ces murmures frustrés révèlent que c'est juste un autre jour de violence dans leur école inhabituelle. Huijin Park se tient avec une présence imposante, ses longs cheveux roses et sa tenue noire marquant son importance. Le choc de Suchant est évident alors qu'il apprend que cette combattante féroce est en réalité la présidente de la classe. Sa posture confiante, les bras croisés, irradie une autorité qui l'intimide complètement. Un étudiant décontracté demande s'il est prêt pour l'inscription tandis que l'esprit de Suchant s'emballe de pensées accablantes. Comment peut-il survivre à l'université entouré de personnes aussi dangereuses et imprévisibles? L'anxiété ronge Suchant alors qu'il contemple sa nouvelle réalité étrange. Le confort familier d'une expérience universitaire normale lui semble à jamais perdu. Ses doutes se multiplient alors qu'il se concentre sur son objectif unique, sécuriser le cours du professeur Ma par l'inscription. Les notes surlignées dans ses mains représentent son seul espoir de salut. Il s'approche de la salle de classe moderne avec détermination, frappant à la porte où une figure grande et accueillante en costume noir l'accueille chaleureusement. Le cadre musclé du professeur J et ses avant-bras tatoués projettent une présence intimidante alors qu'il discute du nouvel étudiant transféré avec un autre instructeur. Ses longs cheveux blancs et sa barbe encadrent un visage rempli de scepticisme sur les chances de Suchant Jang. L'inquiétude dans sa voix est évidente. Ce sera la première expérience d'inscription du garçon. Pendant ce temps, un étudiant nerveux avec des lunettes serre ses mains fortement, déclarant son propre jugement pessimiste. La tension monte alors que le doute du corps professoral rencontre la détermination de l'étudiant. L'annonce résonne comme un cri de bataille. L'inscription au cours commence. Les étudiants abandonnent immédiatement leur poste, laissant le garçon nerd avec des lunettes regarder dans une confusion totale. Ces questions désespérées sur l'inscription restent sans réponse alors que tout le monde fuit la scène. Jun bondit de son siège avec une inquiétude urgente, tandis qu'un homme âgé sévère aux yeux intenses délivre un avertissement sinistre sur les tactiques de survie. La salle de classe vide avec son bureau solitaire souligne à quel point Suchant est vraiment seul et mal préparé. Suchant se penche par la fenêtre avec une anxiété croissante, regardant les étudiants se disperser dans toutes les directions sans comprendre pourquoi. Ses yeux verts reflètent confusion et peur alors qu'il questionne leur exode massif. Dehors, une figure fantastique s'élève à travers la forêt luxuriante. Une femme aux cheveux noirs flottants et aux ailes d'insectes, souriant avec une joie maniaque. Son cri triomphant résonne comme le début de quelque chose de monumental, tandis que l'avertissement sinistre résonne. Seuls les forts survivront sur ce champ de bataille académique. Une fille aux cheveux verts vifs se lance dans les airs, sa tenue colorée flottant derrière elle alors qu'elle crie avec une abandon sauvage. En bas, Suchant regarde la folie se dérouler avec un choc intense, son expression révélant une complète perplexité face au comportement erratique de tout le monde. Un jeune garçon avec des accessoires de cheveux en forme d'antenne s'approche de lui, offrant d'expliquer le chaos qui les entoure. Le logo de Jungle Juice apparaît comme pour rappeler à tous quel monde étrange ils ont pénétré. Le choc de Suchant s'approfondit alors qu'il apprend la vérité tordue sur l'inscription, il doit physiquement traquer les professeurs cachés dans les montagnes. Ses lunettes reflètent son incrédulité alors qu'un camarade explique ce système bizarre. Les professeurs se dispersent comme des proies, forçant les étudiants à les trouver avant de recevoir des clés USB pour l'inscription au cours. 16 étudiants par professeur réussiront. Suchant déclare son objectif ambitieux de devenir major de promo, mais la wilderness montagneuse qui s'étend devant lui suggère que cela sera loin d'une compétition académique ordinaire.
La lumière du soleil filtre à travers la forêt paisible alors que le garçon au col en fourrure admire la détermination de Suchant malgré les défis écrasants à venir. L'anxiété de Suchant est palpable alors qu'il réalise à quel point il commence tard cette chasse académique. Il remet en question sa stratégie, se demandant si un terrain plus élevé pourrait lui donner l'avantage dont il a désespérément besoin. Le cadre forestier serein contraste fortement avec son tumulte intérieur. Un bruit soudain derrière lui rompt le moment contemplatif, laissant présager des développements inattendus. Les ailes de libellule de Suchant le portent au-dessus de la canopée forestière dense, son excitation évidente alors qu'il obtient une vue d'ensemble de la compétition. De son point de vue aérien, il peut suivre les mouvements des autres étudiants vers des drapeaux lointains marquant les emplacements des professeurs. Son esprit stratégique identifie immédiatement la position probable du professeur Ma. Mais son triomphe se transforme en horreur alors qu'il est témoin de combats brutaux en dessous. Les étudiants ne se contentent pas de concourir, ils s'engagent dans un combat vicieux pour la suprématie académique. La bataille s'intensifie alors qu'une fille déterminée aux cheveux courts se bat sans pitié, criant son intention d'éliminer autant de concurrents que possible. Des impacts explosifs marquent chaque coup dévastateur qu'elle délivre. Suchant regarde avec incrédulité d'en haut, comprenant enfin la réalité brutale. Les étudiants se battent littéralement pour des places dans la classe du professeur Ma. Son temps s'écoule, mais il ne peut pas se permettre de perdre plus de précieux moments à observer cette guerre académique. Les drapeaux colorés l'appellent à travers le paysage montagneux. Suchant s'écrase sur le sommet de la colline étiquetée .A, son atterrissage loin d'être gracieux alors que la terre vole autour de lui. Malgré l'impact douloureux qui laisse ses yeux brûlants de la vol rapide, il a réussi à atteindre sa destination. Un homme plus âgé avec une moustache est assis tranquillement à proximité, tenant une boisson et un livre tout en observant le chaos. Il salue Suchant avec une légère surprise alors que l'étudiant épuisé reconnaît son arrivée réussie mais maladroite. L'île lointaine marquée comme Nest révèle l'échelle réelle de cette chasse compétitive. Dans le cadre serein de la forêt, le professeur m'a remis la précieuse clé USB à Suchant avec une efficacité professionnelle. Le son de la transaction souligne son importance alors que Suchant reçoit son ticket pour le salut académique. Son excitation déborde alors qu'il réalise que c'est la dernière clé USB disponible pour le cours. L'avertissement du professeur de ne pas la perdre a du poids. Ce petit dispositif représente tout l'avenir de Suchant. Avec un triomphe rayonnant sur son visage, il croit qu'il est un pas plus près de redevenir normal. L'atmosphère forestière change de manière sinistre alors qu'un homme barbu vérifie son appareil, annonçant la prochaine phase avec une satisfaction dangereuse. Toutes les clés USB ont été distribuées, mais cela marque le début de la vraie bataille. La confusion de Suchant monte alors que son téléphone vibre avec un message texte inattendu. Ses yeux verts reflètent l'inquiétude alors qu'il lit à propos de cibles, ne comprenant pas les implications sinistres. La paisible forêt semble soudain beaucoup plus menaçante alors que des dangers inconnus se rapprochent de lui. Un homme musclé détendu se prélasse dans son hamac, commentant avec amusement le succès de l'étudiant transféré à acquérir une liste d'utilisateurs. Son attitude décontractée contraste avec la tension croissante dans la forêt. Une femme confiante en noir pointe son appareil, déclarant que le jeu est loin d'être terminé. Ces mots portent des implications sinistres alors que Suchant se retrouve entouré de bruits menaçants, bourdonnements et sonneries qui suggèrent qu'il est traqué. Des bruits explosifs au loin confirment que le danger est réel. Un bruit tonitruant brise la paix de la forêt, faisant écarquiller les yeux de Suchant de choc. Un personnage féroce aux cheveux rouges flamboyants délivre un coup dévastateur qui fissure les arbres voisins, l'impact résonnant à travers le bois. Le énorme scarabée longicorne avec lequel il se bat bourdonne agressivement, sa taille et sa force en font un adversaire redoutable. Suchant regarde avec horreur perplexe alors que ce combattant erratique s'engage avec l'insecte géant. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à commencer une telle confrontation dangereuse? La terreur frappe alors que l'araignée fouet émerge avec plusieurs membres ondulants, exigeant la clé USB de Suchant avec une intention meurtrière. Ses traits horrifiques et ses bras en forme de fouet créent un scénario cauchemardesque dans la forêt dense. Le visage de Suchant se tord de peur alors qu'il réalise qu'il est traqué pour le précieux dispositif. La poursuite implacable du monstre le force à esquiver les attaques, tandis que son esprit tourne à cette version tordue de l'inscription au cours. Quel genre de système malade transforme la compétition académique en combat à mort? La désespérance les pousse vers un creux d'arbre alors que le danger se rapproche. Le garçon aux yeux verts brillants guide urgemment son compagnon vers la sécurité, son anxiété palpable. Il fuit à travers la forêt à une vitesse frénétique, leurs pas résonnant à travers le bois. À l'intérieur du creux, ils reprennent leur souffle avec soulagement, reconnaissant à quel point ils étaient proches de la catastrophe. Le garçon exprime sa gratitude d'avoir été sauvé une fois de plus, tandis que son compagnon nerveux minimise sa propre gentillesse, détournant les éloges avec une humilité caractéristique.
Le garçon plus court révèle sa vraie nature avec un sourire malicieux, appelant son compagnon un idiot intelligent avant de délivrer une piqûre paralysante. La confusion du garçon plus grand se transforme rapidement en horreur alors que son corps devient irresponsive. Une illustration de abeille géante et cartoon souligne le dard d'abeille qui circule maintenant dans son système. La victime s'affaisse contre l'arbre, incapable de bouger, tandis que son traître explique la paralysie temporaire. Ce qui semblait être un salut est devenu un autre piège dans ce champ de bataille académique impitoyable. Le garçon arrogant aux cheveux en pique délivre une dure vérité sur la compétition, son sourire moqueur révélant la réalité froide de leur situation. Il remet en question de manière sarcastique pourquoi un étudiant aiderait ses rivaux, soulignant comment chaque personne ici menace ses chances. Le garçon nerveux réfléchit désespérément à ses rêves de major de promo, tout en regardant sa clé USB se faire voler. Le rire cruel du traître résonne à travers la forêt, alors qu'il suggère d'essayer à nouveau l'année prochaine. Le précieux dispositif glisse de doigts impuissants, emportant tout espoir de salut. Suchant tend désespérément la main vers un insecte volant, sa détermination évidente malgré la paralysie ralentissant ses mouvements. La voix de l'araignée fouet le taquine sur les effets du venin alors qu'il lutte contre le temps. Ses yeux verts brillants s'illuminent de concentration alors qu'il réalise que capturer cet insecte est son seul chemin vers la normalité. La forêt se brouille autour de lui alors qu'il canalise chaque once d'instinct de libellule dans ce moment crucial. Le bourdonnement devient plus fort alors que son salut vole juste à portée de main. La narration se déplace pour révéler la maîtrise incroyable de chasse de la libellule. Sur un fond bleu vif, la libellule démontre pourquoi elle est le prédateur parfait de la nature. Avec un taux de réussite de 95% dans la capture de cibles, ces créatures possèdent des capacités extraordinaires. Leurs yeux composés sont constitués de milliers de lentilles en forme de nid d'abeilles, créant une vision au-delà de la compréhension humaine. Suchant commence à comprendre sa transformation alors qu'il ressent un désir écrasant de capturer sa proie, sa posture imitant la précision dynamique de la libellule. Le garçon abeille regarde avec choc alors que Suchant exécute un puissant coup de pied aérien, sa transformation complète. Les qualités fascinantes des yeux de libellule continuent de narrer leur capacité de chasse parfaite. Un avis d'avertissement sur un langage fort signale un changement de ton alors que quelqu'un termine son travail à un clavier d'ordinateur. La fille confiante aux cheveux roses est assise à son bureau, notant qu'ils ont encore des heures avant la fermeture de l'inscription. La bataille forestière et le laboratoire informatique existent en parallèle, soulignant la double nature de cette guerre académique. De retour dans la salle de classe, les étudiants spéculent sur les chances de survie du gamin transféré. Le garçon confiant aux cheveux orange demande directement à Huijin, tandis qu'elle réfléchit à la situation de Suchant avec attention. Pendant ce temps, dans la forêt, un garçon avec des lunettes est assis détendu sous un arbre, délivrant un conseil sinistre sur la protection de sa vie pour devenir major de promo. Son avertissement culmine dans une violence explosive alors qu'un coup de poing étiqueté KAPOW envoie un dispositif volant dans les airs, soulignant les enjeux mortels de la compétition académique. La panique consume Suchant alors que sa précieuse clé USB s'envole dans les airs, bien au-delà de sa portée immédiate. Sa course désespérée vers le dispositif révèle à quel point cet objet unique compte pour son avenir. Un rival se moque de lui en arrière-plan, riant de son malheur avec une satisfaction cruelle. L'atmosphère compétitive s'intensifie alors que Suchant réalise à quel point son salut peut être facilement volé. Sa détermination flamboie alors qu'il court à travers le paysage luxuriant, le ciel bleu clair contrastant avec son tumulte intérieur. Les enjeux s'élèvent dramatiquement alors que Suchant regarde quelqu'un tomber de hauteur dangereuse. Sa boussole morale se bat contre ses besoins égoïstes. La personne pourrait mourir d'une telle chute, mais la fille s'échappe avec sa clé USB. Son choc s'intensifie lorsqu'il réalise que son adversaire s'est évanoui après un seul coup, rendant la chute encore plus périlleuse. L'arrière-plan montagneux souligne la hauteur mortelle alors que Suchant fait face à un choix impossible entre sauver une vie et sécuriser son avenir. La conviction morale l'emporte sur le désir égoïste alors que le garçon plus court déclare qu'il ne peut pas laisser quelqu'un mourir. Son humanité brille à travers malgré la compétition académique menaçant son avenir. Le cadre forestier souligne la nature sauvage de leurs circonstances alors qu'il pend maladroitement d'un arbre, ayant agi selon sa conscience. Son angoisse est évidente alors qu'il réalise que le voleur de la clé USB s'est échappé pendant son moment d'héroïsme. Le conflit entre survie et moralité se joue dans cette forêt envahie. Au bord de l'eau, la panique envahit le garçon aux cheveux en pique alors qu'il contemple sa situation désespérée. La sueur perle sur son front alors qu'il se demande s'il doit chercher une autre clé USB. Un bruit soudain dans l'eau voisine ajoute du chaos à ses problèmes croissants. Son corps refuse de lui obéir, le venin circulant encore dans son système rendant le mouvement impossible.
La peur de la mort s'insinue alors qu'il réalise que cette inscription académique pourrait en fait lui coûter la vie. La conscience revient lentement à Suchant alors qu'il traite le mot « pathétique » d'une voix invisible. Sa désorientation cède la place à la reconnaissance alors que l'homme à la barbe blanche des bois apparaît devant lui. Le sourire confiant de l'homme contraste avec la position vulnérable de Suchant sur le sol. Le temps a filé pendant qu'il était inconscient, et l'avertissement urgent de l'homme de revenir rapidement suggère que quelque chose d'important a changé. Le coucher de soleil approchant laisse entrevoir combien de temps précieux a été perdu. Le cadre musclé du professeur J irradie l'autorité alors qu'il rejette les supplications désespérées de Suchant avec une froide indifférence. Le jeune homme explique frénétiquement ses attaques, sa clé USB volée et sa paralysie venimeuse, cherchant une forme de justice pour le jeu déloyal. Son angoisse est palpable alors qu'il gesticule sauvagement, croyant mériter une considération pour ces circonstances spéciales. Mais la réponse désinvolte du professeur sur les idiots sans valeur rend clair que la force est la seule monnaie qui compte dans ce système académique brutal. La dure réalité de leur monde devient limpide alors que le professeur explique la vérité dangereuse. Les étudiants se déplacent sur le campus armé jusqu'au dans chaque jour, rendant l'expérience de Suchant juste un mardi comme un autre. Le sourire intimidant de l'homme musclé souligne que ce n'est pas un endroit pour lire des livres paisiblement. Son commentaire sarcastique sur le recyclage montre un mépris total pour la souffrance de Suchant. La lumière filtrée à travers les arbres crée une atmosphère paisible ironique tout en discutant de ce système éducatif violent. Seul dans la forêt ensoleillée, Suchant confronte son échec complet. Son hoodie sans manches révèle sa carrure musclée, mais cela ne pouvait pas le sauver de cette défaite académique. Le doute de soi le consume alors qu'il envisage l'impensable. Et s'il avait laissé cet enfant tomber à sa mort? Sacrifier la vie d'un autre aurait-il pu sécuriser son inscription? La pensée horrifiante tord son visage de dégoût. Son poing serré s'abat dans une fureur explosive alors qu'il réalise à quel point il était proche de perdre son humanité. L'instruction désinvolte du professeur de recycler semble être du sel sur les blessures de Suchant alors qu'il traite son échec. Sa perplexité grandit alors qu'il examine le conteneur vide, se demandant ce qui doit exactement être recyclé. La silhouette ombragée de l'homme âgé persiste en arrière-plan, ajoutant à l'atmosphère oppressive. Avec seulement 5 minutes restantes, le temps continue son compte à rebours implacable. La douce lumière de la forêt contraste cruellement avec l'obscurité intérieure de Suchant alors que l'espoir s'évanouit complètement. Le professeur J questionne le changement soudain de cœur de son collègue avec un amusement sceptique. Sa surprise face à la remise facile de la clé USB révèle que c'était un développement inattendu, surtout pour un nouvel étudiant qu'il désapprouvait soi-disant. La raison mystérieuse derrière cette décision flotte dans l'air alors que le professeur suggère des motivations plus profondes en jeu. Sa déclaration finale sur le fait de faire les choses lui-même porte des implications sinistres. Quelqu'un doit remettre du sens dans la tête de Suchant, et cette figure d'autorité musclée semble prête à assumer cette responsabilité personnellement. Le temps s'écoule comme du sable entre des doigts désespérés. Les yeux verts de Suchant brûlent de détermination alors que la sueur coule sur son visage. Il sait que la vitesse est tout maintenant, mais les souvenirs de son dernier atterrissage raté le hantent. Le vent et la poussière à grande vitesse vont déchirer ses yeux sans pitié. Puis, un moment de brillance. Ses lunettes. La solution simple qui pourrait tout changer. Maintenant, Suchant peut libérer sa véritable vitesse. La lumière irradie de lui alors qu'il se prépare à s'envoler plus vite que jamais. Pendant ce temps, d'autres étudiants se moquent du désespoir dans les bois, choisissant d'attendre près du campus pour une proie facile. Leur rire s'éteint en apercevant une cible entrante. Le garçon aux cornes sourit malicieusement, avide de chasse. Le jeu est sur le point de commencer. Le chaos éclate alors que l'embuscade commence. Suchant regarde avec étonnement la fille aux cheveux roses derrière lui. Ses attaquants maudissent sa vitesse inattendue, il est plus rapide qu'il ne l'avait prévu. Leur plan de vol à partir de la salle de laboratoire s'effondre alors que Suchant se libère de leur emprise. Des corps tombent dans la terre. L'impact explosif de KAPOW résonne à travers la forêt. La femme sévère aux cheveux roses rétablit l'ordre avec une autorité de fer. Se battre dans le bâtiment est strictement interdit et elle ne tolérera aucune violation. Sa surprise face au message du professeur J sur la prise de responsabilité pour un étudiant transféré révèle des développements inattendus. Alors que le nouvel étudiant file dans le couloir avec une énergie renouvelée, un formulaire d'inscription reçoit un « clac » décisif, marquant un moment clé. Dans l'obscurité de sa chambre, les doigts de Suchant volent sur le clavier dans une course désespérée contre le temps. Ses lunettes reflètent la lueur de l'écran alors que la notification d'inscription apparaît enfin. Combat pratique pour insectes, ce n'est pas ce qu'il voulait,
mais c'est une forme de salut. Le soulagement l'envahit alors qu'il essuie la sueur de son front. Juste à temps. Suchant se permet un moment d'espoir. Peut-être peut-il encore poursuivre ses rêves de major de promotion. Mais une autre notification brise son bref répit. Le message sur son écran le laisse complètement perplexe. L'orientation commence immédiatement après l'inscription. La journée refuse de se terminer. Dans l'amphithéâtre, des bips électroniques résonnent de manière sinistre autour de lui. Des gardes de sécurité en uniforme rouge bloquent le chemin de Suchant avec des prises de fer. Seuls les étudiants de Nest peuvent entrer dans ce bâtiment restreint, déclare-t-il. Ces protestations tombent dans l'oreille d'un sourd. Pas de carte d'étudiant signifie pas d'entrée. La panique monte dans sa voix alors qu'il explique qu'on ne lui en a jamais délivré une. Puis le salut arrive avec des cheveux roses et du cuir noir, offrant la carte d'identité qui changera tout. Huijin marche aux côtés de Suchant dans le couloir faiblement éclairé, sa présence autoritaire étant d'une certaine manière réconfortante. Son badge d'identité visible le marque comme appartenant officiellement maintenant. Leur conversation sur les choix de cours révèle son optimisme obstiné malgré les revers. Elle le rassure. Être major de promotion pourrait ne pas être facile, mais ce n'est pas impossible. L'espoir scintille dans l'éclairage industriel de l'entrée de l'amphithéâtre. Suchant entre dans l'amphithéâtre au milieu d'une symphonie de chuchotements et de reconnaissance. Les étudiants pointent avec excitation. Il est la célébrité de l'incident au cinéma, celui des vidéos virales. Leur fascination l'excite et le terrifie. Mais tout le monde n'est pas content. Le regard perçant d'un étudiant aux cheveux rouges traverse la foule, portant des souvenirs de chaos passés et de tempêtes médiatiques. Le mystère de ces preuves disparues se dévoile enfin. Ils ont tout supprimé, chaque trace de son exposition publique effacée comme si cela n'avait jamais eu lieu. Suchant s'émerveille de la manière dont son cauchemar a simplement disparu. Huijin lui dit d'ignorer les voix hostiles, révélant que ceux qui l'entourent la protégeaient. Une compréhension partagée traverse la classe comme un secret tacite. La gratitude remplit le cœur de Suchant en pensant à la gentillesse de Huijin. Malgré les ennuis qu'il lui a causés, elle essaie toujours de remonter son moral. Sa compassion brille comme un phare dans son heure la plus sombre. Alors qu'elle s'en va pour une course pour le professeur, son accord timide trahit des sentiments plus profonds. Mais des yeux cyniques observent de l'autre côté de la pièce, remettant en question les véritables allégeances de chacun. Un garçon blond s'avance dans la confusion alors que la tension crépite dans l'air. Suchant exprime sa joie d'être réuni avec ses camarades de classe, mais son bonheur est de courte durée. Une figure musclée fait irruption dans la pièce avec une frustration explosive, fatigué d'attendre sur des chaises inconfortables. Sa mention décontractée d'abandonner l'école porte un ton sinistre. Il a besoin d'un service de la part de tout le monde. La déclaration frappe comme un coup de tonnerre. Je vais être le major de promotion. Le choc parcourt la classe alors que les étudiants peinent à traiter cette revendication audacieuse. La confiance du garçon musclé frôle la folie alors qu'il exige leur carte d'étudiant pour tout le semestre. Sa mention de devoir mettre la main sur ce truc de Cendrillon révèle des motivations plus sombres sous ses ambitions académiques. Suchant file à toute vitesse devant son agresseur, se déplaçant comme une balle rapide dans l'air. L'homme aux cheveux rouges a à peine le temps de commenter sa vitesse avant que le désastre ne frappe. Le bruit écœurant de « ouac » suivi de « touac » raconte l'histoire brutale. Suchant gît inconscient dans son lit, meurtri et battu, gémissant alors que la conscience revient lentement à son corps brisé. Suchant se réveille dans la luminosité stérile du centre de santé de l'université Nest, la désorientation obscurcissant sa vision. La fille aux cheveux noirs à ses côtés lui explique où il se trouve avec une autorité calme. La panique le saisit alors qu'il réalise que sa carte d'étudiant a disparu, volée par son agresseur. Mais sa promesse posée de l'aider à obtenir un remplacement offre une bouée de sauvetage dans son moment de désespoir. L'inquiétude pour Huijin pèse lourd dans l'air alors que le groupe lutte avec leurs pertes choquantes. La survie du garçon blessé apporte un soulagement, mais leur carte d'identité manquante crée une nouvelle crise. La confusion se propage comme un feu de forêt. Comment cela a-t-il pu arriver? Le comportement calme de la fille aux cheveux roses et les efforts du président de la classe pour résoudre la situation offrent le seul réconfort dans ce chaos. La colère émane du garçon blond bandé alors qu'il réprimande son compagnon pour avoir laissé Huijin s'échapper. Mais l'esprit de Suchant s'emballe avec des possibilités plus sombres. Pourquoi voler les cartes d'identité de tout le monde si seuls les meilleurs étudiants comptent? La terrible réalisation se fait jour. Ce n'est pas seulement une question d'éliminer la concurrence. Ses pensées se tournent vers Huijin et la décision critique qu'elle pourrait avoir à prendre. Le son de « DUN » amplifie son angoisse grandissante. Au bord du lac sombre, Huijin confronte le groupe avec une détermination de fer.
Ses cheveux roses captent la lumière de la lune alors qu'elle demande s'ils vont rendre les cartes d'identité pacifiquement. Le rire moqueur du garçon aux cheveux en pique lui donne sa réponse. Il rejette ses menaces avec une confiance cruelle, croyant qu'elle ne peut pas l'intimider. Mais sa mention décontractée de ne pas avoir besoin des cartes d'identité révèle que cela faisait toujours partie d'un plan plus vaste. La nuit explose en violence alors que le coup de pied de Huijin se connecte avec une force dévastatrice. L'homme musclé chancelle, la maudissant avec rage alors que la douleur traverse son corps. Ses mouvements gracieux coulent comme de l'eau alors qu'elle esquive et se faufile. Mais son adversaire en tenue rouge a une idée sinistre. Que se passerait-il s'il laissait simplement tomber toutes les cartes d'identité dans l'eau sombre en dessous? Huijin se transforme sous leurs yeux, sa véritable nature révélée. Le gigantesque insecte aquatique, le prédateur le plus puissant parmi les insectes aquatiques, fait face à son égal. Sa déclaration confiante que c'est son territoire maintenant se révèle prophétique alors que des impacts explosifs secouent l'eau. Le corps luisant de la créature massive et ses yeux menaçants ne signifient rien contre sa domination aquatique. Boum et wham résonnent à travers le lac. La terreur remplit l'eau alors que le garçon blond saisit sa victime avec une intention meurtrière. Son visage bandé se tord de satisfaction cruelle alors qu'il explique son plan, faire passer cela pour une noyade accidentelle. Personne ne soupçonnera un meurtre lorsqu'ils trouveront le corps. Le garçon aux cheveux noirs halète, la peur et le désespoir gravés sur son visage alors que la mort se rapproche de lui. L'explosion lointaine de « Kaboom » brise la tension de la nuit. La confusion se répand dans le groupe alors qu'il se demande ce qui vient de s'écraser à proximité. Le façade confiante de Huijin s'effondre alors que son souffle révèle une véritable alarme. Ses yeux se fixent sur quelque chose d'horrible se produisant au bord du lac. La vue transforme sa colère en pure rage alors qu'elle crache son mépris pour le « déchet de marécage » devant elle. Le choc parcourt les spectateurs alors qu'ils assistent à une arrivée inattendue. Le garçon en veste bleue sourit avec une confiance froide, reconnaissant le prospectus de leur rencontre précédente. Mais les yeux du garçon aux cheveux noirs brillent d'une lumière verte surnaturelle alors qu'il déclare sa capacité à prédire les mouvements. Le pouvoir qui coule en lui suggère que cette confrontation est loin d'être terminée. Huijin crie à Suchan de s'éloigner de la menace mortelle, sa voix perçant le chaos comme une lame. Elle croit en ses propres capacités, confiante qu'elle peut affronter ce monstre aquatique. Mais la détermination de Suchan s'enflamme alors qu'il se prépare à s'engager malgré les odds écrasantes. L'avantage du gigantesque insecte aquatique dans son élément natif rend ce combat une question de vie ou de mort. La prise du garçon blond se resserre alors qu'il menace d'entraîner Suchan dans les profondeurs. Suchan reconnaît leur situation désespérée. Ils sont en infériorité numérique et se battent selon les termes de leur ennemi. L'homme tenant les cartes d'étudiants se moque de leur situation avec une indifférence cruelle. En tant que meilleur étudiant du semestre dernier, Suchan sait qu'il est une cible principale. Chaque seconde, près de ce lac, les rapproche du destin. Au bord du lac, Huijin tente de porter le fardeau seul, affirmant que c'était son désordre depuis le début. Mais le sourire du garçon aux cheveux verts porte le poids de promesses faites. Il lui rappelle son vœu lorsqu'il l'a amenée à l'école, qu'elle ne serait plus jamais seule. Sa réplique prouve son point alors que des renforts se tiennent près derrière lui. Le son de « touac » signale le véritable début de la bataille. Le combattant en veste bleue frappe avec une précision dévastatrice. Son adversaire chancelle sous l'assaut brutal alors que le gigantesque catidide vert plane menaçant au-dessus. La récupération inattendue de Yezong ajoute une autre variable à cette équation mortelle. La frustration du monstre aux cheveux rouges grandit alors qu'il exige son étudiant de retour. Mais Suchan voit à travers la tentative d'embuscade, son sourire connaissant promettant que ce combat est loin d'être terminé. La chasse s'intensifie alors que Huijin se faufile dans les airs avec une grâce mortelle. Sa manœuvre de feinte déroute son allié anxieux. Était-ce vraiment une erreur? L'espace ouvert semble favoriser leur adversaire musclé alors qu'il adapte son schéma de vol. Ne volant plus droit, ses mouvements imprévisibles font de lui une cible presque impossible. Le son de « swish » et « zip » ponctue leur danse aérienne à grande vitesse. Le garçon blond combine la vitesse de la libellule avec un poids corporel dévastateur, créant un coup mortel qu'aucun humain ordinaire ne pourrait survivre. Son coup se connecte avec une force écrasante alors que Suchan crie de douleur. Mais le doute s'insinue dans l'esprit de l'attaquant. L'eau amortira-t-elle les dégâts? Même lui n'est pas sûr que cette attaque brutale suffira à finir son adversaire déterminé. Huijin tente la diplomatie au bord du lac assombrissant, suggérant qu'ils travaillent ensemble puisque tous veulent la même chose, Cendrillon. Mais les mots ne signifient rien lorsque la violence éclate. Son adversaire l'attrape par derrière, déclarant triomphalement son succès.
Sa puissante riposte frappe avec la force de POW, alors que la fille à ruban rouge révèle ses intentions sanguinaires. La diplomatie meurt dans l'éclaboussement de l'eau. La marée tourne alors que Yezong tire son adversaire de l'eau avec une détermination de fer. Sa déclaration que ce n'est plus le territoire de l'insecte aquatique résonne avec autorité. L'adversaire choqué réalise que son avantage a complètement disparu. Avec une technique dévastatrice marquée par whip et boom, Yezong démontre que sur un sol solide, il contrôle complètement le champ de bataille. La rage consume l'adversaire aux cheveux rouges alors qu'il condamne leur méthode, même dans la poursuite de Cendrillon. Un garçon calme avec des lunettes pose la question hantée. Quel est l'intérêt de redevenir humain quand il ne reste rien d'humain dans leurs actions? Huijin se tient triomphante dans l'eau peu profonde, sa combinaison de plongée brillant à la lumière de la lune. Les cartes d'étudiants ont été récupérées. Dans le calme qui suit, le dortoir en bois semble être un sanctuaire. Suchan se tient devant des boîtes étiquetées « Nest », réfléchissant à la manière dont ils ont rendu toutes les cartes d'identité volées à leurs propriétaires légitimes. La fille aux cheveux noirs exprime sa culpabilité pour le chaos avec un sourire désolé. Bien qu'il ait manqué l'orientation et ne soit pas devenu le héros qu'il espérait, Suchan réalise qu'il a trouvé quelque chose de plus précieux, un nouveau foyer. La chambre spacieuse bourdonne d'anticipation alors que le garçon en veste-t-il engage une conversation amicale sur les habitudes de consommation. La posture confiante du garçon blond suggère que des malices se préparent. Lorsque la fille aux cheveux roses entre avec des sacs de course, son apparence élégante et son énergie ludique changent toute l'atmosphère. La question plane dans l'air, où est le plaisir de deux gars buvant seuls? La camaraderie remplit la pièce confortable, alors que la grande fille invite Suchan à se joindre à leur rassemblement. Des rires éclatent à propos de son nez cassé, un signe d'honneur de sa rencontre avec la technologie de pointe de Nest. Mais l'ambiance change radicalement vers une forêt sombre où une figure menaçante en noir et rouge discute d'une mission d'assassinat ratée. Son rejet décontracté porte des implications glaçantes. La mission n'était jamais une question de succès, seulement de chaos. Dans la forêt mystérieuse, la femme aux cornes fait la leçon à son subordonné sur les lois de la nature. Les créatures qui échouent à chasser font face à l'extinction. Ses supplications désespérées pour tuer Cendrillon tombent dans l'oreille d'un sourd alors qu'elle rejette son obsession. Le bourdonnement sinistre remplit l'air avant qu'un brutal « slash » ne projette du sang dans l'obscurité. Ces mots moqueurs coupent plus profondément que n'importe quelle lame. Il ne peut même pas vaincre des premières années sans valeur. Le calme rassurant de la femme aux cheveux violets envers sa victime contraste fortement avec l'horreur de la situation. Deux hommes en chemise rouge assortis échangent des regards complices. Ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Alors qu'un nouveau jour se lève dans la salle de classe de pratique de l'entomologie, Suchan attend nerveusement son premier cours de combat. Le geste réconfortant de son ami ne peut apaiser l'anxiété qui ronge son cœur. La gratitude coule à travers la salle de classe lumineuse alors que le garçon aux cheveux noirs remercie son ami de soutien. La nervosité du garçon blond semble justifiée. Leur soulagement d'être seulement au premier jour s'avère prématuré. Une figure musclée avec une barbe blanche éclatante et un bras lourdement tatoué attire l'attention. Son tronçonneuse rugit de manière sinistre alors qu'il explique comment les résultats des tests détermineront leur note finale. L'échec, prévient-il, a des conséquences graves. Le chaos éclate sur le terrain d'entraînement de l'université Nest alors que les étudiants fuient dans la terreur. Suchan à l'aide de chocs, remettant en question la santé mentale de leur situation. La vue du professeur Jun gît les poursuivant agressivement avec un abandon sauvage défie toute logique. Ce qui aurait dû être un cours normal s'est transformé en un cauchemar de survie. La réputation intimidante du professeur prend soudain un sens terrifiant. La fille aux cheveux noirs explique la nécessité brutale de leur entraînement. Apprendre à se battre en utilisant des capacités d'insectes contre des prédateurs comme la menthe religieuse. La reconnaissance choquée de Suchan à son égard en tant que fille du cinéma ajoute une autre couche au mystère. L'explication de l'homme aux cheveux argentés sur les criminels utilisant les capacités d'insectes comme arme justifie leur méthode sévère. Ce n'est pas juste de l'éducation, c'est une préparation à la guerre. La terreur saisit Suchan alors que le professeur aux cheveux blancs délivre son ultimatum sévère. Seuls les forts survivent pour gagner Cendrillon. Les ombres de la forêt semblent se refermer alors qu'il annonce leur jeu mortel de cache-cache utilisant des capacités d'insectes. Le rugissement de sa tronçonneuse et la promesse que l'échec signifie être attrapé pour toujours transforment cela d'un test en un combat pour la survie. Comment peut-on forcer des étudiants à entrer dans cette folie? Le vieux professeur se déplace avec une vitesse impossible, sa tronçonneuse coupe en l'air comme un éclair. Les étudiants crient d'incrédulité. Comment quelqu'un d'aussi ancien peut-il être aussi rapide? La vision composée de la libellule lui permet d'anticiper chaque mouvement,
chaque tentative d'évasion désespérée. Les sons de « slash » et « boom » résonnent à travers la forêt alors que son arme trouve ses cibles avec une précision terrifiante. Suchant regarde avec horreur le monstre devant eux, un professeur transformé en quelque chose au-delà de la compréhension humaine. La fille aux cheveux roses tremble à ses côtés alors que leur instructeur prouve son héritage de libellule par une vitesse et une perception impossibles. Son rugissement sur le fait de rêvasser perce leur choc. Si le professeur J en attrape un d'entre eux, ils échouent immédiatement au cours. Il n'y a pas de temps pour la peur, seulement la fuite. Yezong s'élance avec défi ludique, suggérant au professeur de faire une pause dans sa poursuite implacable. La demande de l'homme âgé pour des manières tombe dans l'oreille d'un sourd, alors que son élève utilise des tactiques de fumée astucieuses. L'avertissement de la fille sur le fait de ne pas donner leur direction montre une pensée rapide sous pression. Leur décision humoristique de se retirer, pour l'instant, masque le danger très réel dont ils fuient. Dès son mécanique cliquette de manière sinistre, alors que quelqu'un appelle pour vérifier si leur captif est toujours en vie. La femme aux cheveux roses exprime sa sympathie pour le sort de la pauvre créature, remettant en question la cruauté de son traitement. Ses tentatives de sauver la victime piégée sont contrecarrées par des mesures de sécurité impénétrables. Mais l'espoir arrive sous la forme d'un garçon joyeux en veste aqua, affichant fièrement le badge de sécurité qu'il a obtenu d'une manière ou d'une autre. La femme à capuche aux cheveux violets embrasse joyeusement le garçon confus, louant son vol du badge de sécurité du professeur. Ses questions perplexes sur la manière dont il s'est retrouvé là et pourquoi il a commis le crime restent sans réponse. Sa réponse désinvolte sur le fait de ne pas s'inquiéter de sa petite tête douce porte des sous-entendus sinistres. En arrière-plan, une figure musclée avec des bras entaillés pose la question glaçante. Sont-ils vraiment des humains insectes? L'horreur remplit l'air alors que le monstre aux cheveux verts sourit avec une fin prédatrice, affirmant que l'étudiant effrayé sent bon. Des dents acérées brillent dans l'obscurité alors qu'une autre figure taquine la victime en avant. L'ordre de se régaler précède le bruit écœurant de chon, alors que la terreur devient réalité. Une femme en robe noire élégante tient une collation tachée de sang, son sourire satisfait révélant les véritables profondeurs de ce cauchemar. La fille aux cheveux roses consomme quelque chose avec une fascination troublante, son intérêt clinique plus glaçant que n'importe quel cri. Pendant ce temps, dans la forêt, des étudiants épuisés se plaignent de leur vol d'une heure face au professeur maniant la tronçonneuse. Leur douleur et leur frustration face à ce stupide test révèlent comment cette course bizarre les a poussés au-delà de leurs limites normales. Quel genre d'éducation est cette folie? L'anxiété consume le garçon aux cheveux noirs alors qu'il s'agenouille dans la forêt, déplorant sa chance perdue dans le cours du professeur Ma. La fille en combinaison d'entraînement élégante essaie de le réconforter, promettant que le cours se terminera bientôt. Son explication selon laquelle c'est simplement la méthode d'enseignement du professeur offre peu de réconfort. Alors qu'il murmure des avertissements sur l'instructeur approchant, deux filles tombent dramatiquement dans les broussailles à proximité. Des bottes noires sinistres avancent alors qu'une crise frappe. La fille aux cheveux verts s'agenouille à côté de son amie blonde, la panique évidente dans sa voix alors qu'elle diagnostique une cheville foulée. Mais le professeur musclé ne montre aucune pitié. Une blessure ne signifie rien lorsque la survie est en jeu. Sa présence intimidante plane sur eux alors qu'il délivre la dure vérité. Que vous fouliez une cheville ou perdiez entièrement une jambe, l'hésitation signifie la mort. Le son de « Kaïel » ponctue son avertissement létal. Un clonk tonitruant résonne à travers la forêt alors que le chaos éclate. L'étudiant aux cheveux noirs lève les mains en défense, criant que c'est exagéré. Mais le professeur aux cheveux blancs reste impassible, son visage marqué exigeant des réponses. Que diable se passe-t-il ici? Dans la lumière tamisée de la forêt, la fille aux cheveux roses sourit en parlant de tactiques de survie. Le professeur avertit son étudiant tremblant des prédateurs dangereux comme les panthères. Avec seulement une heure de cours restante, il fait une proposition mortelle. Touche juste une fois, et tout change. Les mots du professeur frappent fort. Comprendre ses capacités est tout. La femme aux cheveux noirs mentionne de se débarrasser de leur capacité de libellule. Mais quelque chose de sinistre émerge des ombres. Une silhouette aux cheveux en désordre et au sourire maniaque, reniflant l'air avec avidité. Il reconnaît une odeur familière. La défiance brille dans les yeux de l'étudiant alors qu'il lance son défi. Il ne survivra jamais. Mais la réponse calme du vieux professeur écrase sa bravade. À sa vitesse lente, il ne pourrait même pas attraper un insecte. Un coup, c'est tout ce qu'il devrait falloir. N'est-ce pas? La panique saisit les étudiants alors qu'ils réalisent la vérité. Les yeux verts du garçon aux cheveux noirs s'élargissent d'alarme, l'expulsion plane sur eux tous. La fille avec la mèche rose exprime leur peur collective. Mais le professeur à la barbe blanche possède une vision composite.
Ils sont chassés comme des proies. J'ai eu. Le garçon se jette en avant avec un espoir désespéré, mais son triomphe se transforme en horreur. Bam! Le professeur riposte avec une force dévastatrice. S'attendait-il à ce que sa proie reste immobile et attende la mort? La fille aux cheveux roses regarde, choquée. Allongé vaincu sur le sol de la forêt, l'étudiant aux cheveux noirs apprend une terrible vérité. Le professeur se révèle. Lui aussi est un humain insecte, infecté par le jus de la jungle. Mais ses capacités ont un prix mortel. Sa tronçonneuse brille de manière sinistre dans la lumière tamisée. Une figurine de libellule arc-en-ciel traverse l'air, et la réaction du garçon est pure terreur, et le professeur aux cheveux argentés reste calme et posé, expliquant comment les libellules sont des créatures inoffensives. Mais pourquoi ce simple insecte déclenche-t-il une peur si écrasante? La leçon frappe fort. Vous devez accepter ce que vous êtes. Un insecte. Les mots frappent comme des coups physiques alors que l'étudiant aux yeux verts lutte avec sa crise d'identité. Il a détesté les insectes toute sa vie. Comment peut-il en devenir un? Les applaudissements résonnent moqueurs à travers les arbres. La brillante leçon du professeur J attire les éloges d'un observateur inattendu. La femme élégante applaudit ses méthodes intimidantes, admirant comment il tisse la peur dans une éducation profonde. Mais son appréciation se transforme rapidement en dégoût. CLAC. Un coup rapide révèle sa vraie nature. La terreur frappe sans avertir. Un cri perçant remplit l'air, alors que le garçon aux cheveux noirs regarde avec horreur. Poignard. La silhouette blonde enfonce un couteau profondément dans la victime aux cheveux rouges. Le poison coule dans les veines, alors qu'une silhouette encapuchonnée émerge des ombres. La silhouette sinistre parle de nourrir, faisant de l'étudiant une délicieuse petite bouchée à grignoter. La confusion saisit notre protagoniste. Cette femme fait-elle partie de l'école? Les souvenirs affluent. Thump. CRI. Ça recommence, tout comme ce jour-là au cinéma. Professeur. Le cri désespéré de la fille résonne dans l'obscurité. Le sang tache la chemise du garçon alors que ce sentiment familier d'impuissance s'abat sur lui. CRI. Des ombres émergent, un cauchemar fait chair. Nous nous rencontrons encore, libellule. Le passé est venu réclamer son dû. Peur absolue. Le mot capture tout alors que les larmes coulent sur le visage du garçon. Ce monstre était censé être enfermé dans l'isolement, mais il s'est rétabli comme une bête sauvage après avoir mangé. L'homme confiant aux cheveux noirs s'étire, énergisé et prêt à chasser à nouveau. Arrêtez-vous là. La voix de la fille aux cheveux noirs fend le chaos comme une lame. Les étudiants ne peuvent pas combattre les étrangers sans permission de Nest, c'est la loi. Mais les règles ne signifient rien quand des vies sont en jeu. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter des règles. Les termes du pari résonnent avec une fatalité mortelle. Expulsé s'il est attrapé, n'est-ce pas? Le sourire du garçon devient prédateur alors que la réalisation le frappe. Puisqu'il n'est plus étudiant, il n'a plus besoin de suivre les foutues règles. Sachin. Arit. Mais il est trop tard pour faire demi-tour. La détermination de Suchan brûle intensément. Après avoir laissé la peur le contrôler auparavant, c'est son tour maintenant. Mais la leçon dure du professeur frappe fort. Pourquoi enseigner à fuir au lieu de combattre? Dans ce monde, les forts dévorent les faibles. La survie n'est jamais garantie pour aucune créature. Bien essayé, mais trop mauvais. Le maniaque aux cheveux bouclés sourit alors que l'acier s'entrechoque. SLASH. Le défenseur en chemise bleue tient bon, mais l'angoisse envahit ses pensées. Ses pattes avant acérées sont la mort incarnée, mais la distance pourrait être le salut. Je vais l'attraper. La fille aux cheveux noirs se lance en avant avec une intention mortelle. Mais le monstre aux cheveux verts rit simplement. Ça démange juste comme une foutue piqûre d'insecte. Quelle sorcellerie. Sa peau est aussi dure que la pierre, et l'incarnation fonctionne enfin pour notre héros. La frustration déborde alors que le combattant blond réalise son inutilité, il ne peut tout simplement pas percer. Les carnivores sont toujours difficiles à contrôler, soupire la silhouette mystérieuse. Dépêche-toi et tue-le avant que ces nuisibles de Nest n'arrivent. Le temps presse. La conscience revient lentement au garçon aux cheveux noirs alors que son ami essaie désespérément de le réveiller. Réveille-toi, Yezong. Mais la fille encapuchonnée avec des embellissements en forme d'yeux devient impatiente. Le venin s'est déjà estompé. Leur fenêtre de temps se ferme rapidement. Merde. Le corps du garçon blond reste engourdi, paralysé et inutile. Pendant ce temps, le défenseur ensanglanté fait son dernier effort désespéré. Je vais nous acheter du temps. Courez pendant que vous le pouvez. Dépêchez-vous.
Mais son corps brisé peut-il tenir face à des chances écrasantes? Dans des moments plus calmes, le garçon blond taquine sur les intérêts romantiques et les sauvetages héroïques. L'étudiant aux cheveux noirs se dérobe maladroitement, insistant que ce n'est pas comme ça. Mais son conflit intérieur est plus profond. Personne n'apprécie l'aide des étrangers de nos jours. Cela semblait juste être la bonne chose à faire. A trape. La tentative désespérée échoue alors que la vitesse trahit les attentes. Quoi? Comment a-t-il échappé si vite? Les puissantes pattes du catidide le propulsent sur plusieurs mètres en un seul bond. Alors que les sauterelles sont dépeintes comme paresseuses, les catidides sont des prédateurs mortels et efficaces. Faire ce qu'il faut, hein? Le sarcasme du garçon blond frappe fort alors qu'il traite son ami de plus grand imbécile qu'il ait jamais rencontré. Se faire battre est-il vraiment la définition de faire ce qui est juste? La fille encapuchonnée suggère d'abandonner la chasse. Il n'y a plus d'utilité à les poursuivre maintenant. La piste olfactive les mène en avant, mais la sagesse les tire en arrière. Quoi? Tu veux revenir et attraper la menthe religieuse? N'as-tu rien appris de la leçon d'aujourd'hui? Quand tu es surpassé, tu fuis. Regarde à quel point tu es blessé en ce moment. La terrible logique devient claire. S'il laisse ce monstre s'échapper, il ciblera quelqu'un d'autre à un moment donné. Mais comment peuvent-ils battre quelque chose qui n'a même pas bronché? Le professeur a contacté l'école pour obtenir de l'aide. Ils doivent juste garder la bête occupée jusqu'à l'arrivée des renforts. Des feuilles bruissantes signalent un mouvement caché dans les profondeurs de la forêt. La fille sent une présence invisible rôder à proximité. Le professeur ensanglanté lui assure qu'ils sont probablement partis depuis longtemps, mais promet plus de proie bientôt. Attends, pourquoi l'odeur vient-elle de derrière eux? Comment est-il arrivé ici si vite? La silhouette vêtue de violet fait son mouvement rapide, mais l'esprit de Suchan s'emballe. Que cache-t-il? Des vignes lumineuses emprisonnent soudain l'ennemi. Est-ce ses lunettes? Bam! Un coup rapide change tout. Trop mauvais, gamin. La confiance du prédateur aux cheveux vert rayonne alors qu'il esquive chaque attaque. Sa peau reste impénétrablement solide, tout en prétendant être le prédateur le plus fort. Le combattant aux cheveux en pique élabore désespérément une stratégie. Il doit trouver un moyen d'endommager cette défense dure comme la pierre. Bam! La silhouette aux cheveux noirs saute dans les airs avec son arme récupérée. La fille inquiète s'occupe du professeur tombé alors qu'il explique ce qui lui a été pris. Le garçon blond appelle frénétiquement Suchan, affirmant qu'il a ce qui a été demandé. Vrakak. L'arme trouve sa prise. Le dernier Gambi se déploie alors que la fille aux cheveux noirs charge en avant, une épée massive brillant dans la lumière de la forêt. Son expression féroce promet aucune pitié alors qu'elle lève la lame. Hache-le. L'ordre résonne à travers les arbres. Vroom. Ce coup désespéré mettra-t-il enfin fin au cauchemar, ou la véritable bataille vient-elle juste de commencer?